Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Face aux citoyens, émission produite par AV12 Web. Aujourd'hui à mes côtés, deux invités exceptionnels. Elles m'ont honoré de leur présence et ont accepté de participer au dernier débat de notre émission Face aux citoyens. À ma droite, Madame Françoise de Smet, candidate pour le PTB et tête de liste également à la région. Bonjour. 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 Et alors, deuxième candidate pour vous faire face, c'est Madame Farida Tahar, qui elle est candidate pour Écolo Bruxelles. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci de nous inviter. Super, écoutez, c'est moi qui suis honoré de vous recevoir toutes les deux. Alors, il y a eu un long moment de silence depuis votre arrivée jusqu'au début de l'émission, mesdames. C'est pour nous lancer directement dans le vif du sujet, la pénurie de professeurs à Bruxelles. Alors, j'aimerais connaître l'avis de vos deux partis parce qu'on recevait ici, il y a 2-3 semaines, un jeune candidat qui s'appelle Joachim Félix, plus jeune candidat de Belgique aux élections fédérales, 18 ans, il sort tout juste de l'enseignement secondaire et nous disait que pendant les 3 derniers mois de sa scolarité, il n'avait pas de professeur de néerlandais ni d'anglais. Que comptez-vous faire pour justement lutter contre cette pénurie, Madame Françoise de Smet ? Oui, effectivement, on voit qu'il y a un manque d'attractivité dans le métier d'enseignant maintenant. Donc il y en a 1 sur 3 quand il commence, il quitte l'enseignement dans les 5 premières années. Donc on voit qu'il y a un manque d'attractivité. Il y a par exemple beaucoup trop d'élèves aussi par classe. Il y a une charge administrative qui est très importante pour les enseignants. Il y a le fait qu'ils n'ont plus été revalorisés aussi avec leur salaire depuis longtemps. Donc tout ça fait que ils ne restent pas. C'est pas des bonnes conditions et le salaire ne suit pas non plus. Donc voilà, ça c'est déjà 2 points sur lesquels il faut agir selon nous, c'est qu'il faut diminuer le nombre d'élèves par classe. Quand on a 30 élèves dans une classe, c'est vraiment très compliqué de pouvoir donner cours. Il faut aussi un pool d'enseignants pour les remplacements, donc il faut renforcer ça. Pour quand il y a des profs qui tombent malades, on trouve quand même quelqu'un qui peut remplacer. Et puis on veut... donc revaloriser, je disais, diminuer le nombre d'élèves par classe, avoir le pool, et puis aussi faciliter le fait qu'on devienne aussi enseignant au cours d'une carrière différente. Parce que maintenant, c'est très compliqué de devenir prof, en fait, quand on fait un autre métier. Et donc là, on voudrait faciliter, pour en tenir compte notamment, justement, de toutes les années de carrière qu'on a déjà eues avant dans un autre métier, pour que quand on devient enseignant, on perd pas ces années de carrière. Voilà, ça, c'est toutes des choses qu'on envisage de mettre en place pour rendre le métier plus attractif et qu'il n'y ait plus ces pénuries, parce qu'effectivement, ça ne va pas que les élèves se retrouvent sans prof comme ça plein de fois au cours de l'année, quoi. Et donc, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est qu'on peut s'attendre à ce que le PTB, dans le prochain gouvernement, fasse partie de la majorité, s'il en a la possibilité. On a toujours dit qu'on voulait bien aller au gouvernement. Maintenant, la question, c'est est-ce que les autres partis vont nous suivre sur le fait qu'il va falloir refinancer l'enseignement pour arriver à faire ça, hein. Donc l'enseignement est sous-financé, ça veut dire qu'on doit mettre une part plus importante des richesses qui sont produites dans notre pays pour l'enseignement, pour pouvoir justement revaloriser les professeurs, parce qu'on entend le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dire maintenant il n'y a pas d'argent, donc il va falloir aller chercher de l'argent. Donc est-ce que les autres partis vont nous suivre là-dessus ? Ça va être la grande question. Alors la grande question, on va la poser directement à Madame Farida Tahar, qui vous représentez le parti écolo ici présent. Madame Farida Tahar, quand on voit les différentes problématiques que rencontrent les professeurs dans l'enseignement, est-ce que vous pensez qu'un décret tel que le décret paysage aide justement à lutter contre la pénurie de professeurs dans l'enseignement de façon générale à Bruxelles ? Si vous permettez, il faut d'abord peut-être rappeler, et Mme Françoise de Smet l'a dit en termes de constat, c'est vrai que c'est assez inquiétant de voir cette pénurie, de constater cette pénurie d'enseignants. Il faut savoir qu'entre 2021 et 2023, les inscriptions dans les filières pédagogiques ont diminué de 26%. Ce qui est énorme, et ce qui ne présage pas évidemment de bonnes nouvelles quant à l'attractivité des professeurs. Donc en fait, je partage assez bien les constats de ma collègue. Maintenant, comment est-ce qu'on y répond ? Donc évidemment, nous aussi, chez Écolo, nous plaidons pour un renforcement des moyens alloués à la fois aux écoles, et aux enseignants aussi, depuis l'entrée en fonction. Ça veut dire aussi tout un système d'accompagnement, surtout dans les 5 premières années du métier de l'enseignant, mais aussi une valorisation du métier, tant une valorisation barémique, donc il faut vraiment pouvoir aussi, à un moment donné, payer à sa juste valeur ce magnifique métier qui est celui d'enseignant, de professeur. Évidemment, ça passe aussi par des changements au niveau législatif. Il faut revoir aussi la loi de 1996 sur les salaires. Il faut absolument aussi valoriser ce métier. Quand je dis valoriser, c'est une valorisation sociétale. C'est le regard que nous portons sur les métiers
comme celui du professeur, mais aussi les métiers du soin, parce que ça concerne aussi, par exemple, les métiers tels que celui d'infirmier, par exemple, les travailleurs sociaux, les assistants sociaux. En fait, la pénurie ne concerne pas uniquement les enseignants. Alors, le décret paysage, c'est encore autre chose. C'est vraiment aujourd'hui un décret qui permet, en tout cas, de répondre aussi aux attentes légitimes des étudiants, ceux, en tout cas, qui sont les moins bien ceux qui rencontrent des inégalités scolaires. Et donc, vous connaissez la position d'Écolo qui est revenu sur sa décision et a pu soutenir en tout cas la réforme du décret paysage, et on verra bien ce que ça donnera dans les prochaines semaines, je veux dire lors de la prochaine législature. Mais je partage assez bien les constats de ma collègue. Et sur la question que vous posiez à ma collègue, est-ce que vous allez monter en gouvernement, elle vous a répondu qu'il faut que les autres partis la suivent. Mais en fait, je vais vous lui poser la même question. Il faudrait aussi que le PTB suive un peu le mouvement de celles et ceux qui vont au pouvoir et qui décident à un moment donné de concrétiser leurs vœux pieux. Sinon, alors, vous passez votre temps à rester au balcon. Donc, j'ai envie de renvoyer la question aussi à ma collègue. Est-ce que, Françoise, aussi, tu nous rejoindras parce qu'on a quand même souvent des constats similaires et des pistes de solutions. Oui, mais justement, si on continue avec la continuité qu'il y a eu ces dernières années, on va droit dans le mur. On voit que ça n'a pas arrangé les choses. Donc, c'est pour ça que je renvoie de nouveau la balle. C'est est-ce qu'on va appliquer d'autres programmes, aller chercher de l'argent pour refinancer l'enseignement, etc. Ce qui n'a pas été fait. C'est ça qu'on a besoin si on veut améliorer les choses. Donc, je veux dire, l'argent reste le nerf de la guerre. Tout à fait, mais encore une fois, les coalitions aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont, on les connaît, elles sont parfois des coalitions contre nature. Là, vous êtes déjà dans le renoncement. Vous êtes déjà dans le renoncement. Nous sommes au pouvoir. Maintenant, on doit créer un rapport de force le plus grand possible pour justement aller chercher de l'argent pour refinancer l'enseignement. C'est ce que nous faisons, parce que nous sommes au moins aux commandes. Et quand vous êtes aux commandes, vous pouvez au moins tester... Non, c'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites. Il n'y a pas eu de refinancement. Vous pouvez au moins tester les actions. Mais quand vous restez au balcon, quand vous êtes dans l'opposition, vous prenez la politique de changement, Madame Mais justement, c'est ce que nous faisons. Nous prenons nos responsabilités. Nous avons pris vous avez pris votre responsabilité de continuer ce qui a déjà été fait les dernières années, et ça n'a pas arrangé les choses. Je pense que le populisme ne sert à la cause de personne. Ici, ce qui est important, c'est on va valoriser... Taxer le PTB de populisme, je ne vais pas prendre la défense du PTB, mais effectivement, ça peut être considéré... D'accord, le discours peut être insultant. Ici, dans une problématique telle que celle de la pénurie professorale à Bruxelles, je tiens quand même à rappeler, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on pose cette question à deux candidates à la région. C'est vrai que l'enseignement, c'est une question communautaire. Il y a la commission communautaire flamande qui s'occupe de l'enseignement flamand à Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'enseignement francophone à Bruxelles. Cependant, la raison pour laquelle on vous pose la question à toutes les deux, c'est parce que en région bruxelloise, on remarque que cette problématique a un impact sur énormément d'autres choses. C'est-à-dire que ça a un impact à la fois sur la sécurité, ça a un impact aussi également sur le logement, sur le travail, etc., etc. Donc, si je vous pose la question, c'est pour justement poser la question à deux partis de gauche, vous qui êtes, de gauche, idéologiquement, alors à part si je me trompe. Tout à fait, donc on a la gauche et la gauche radicale, d'ailleurs c'est comme ça qu'on vous définit. La problématique de l'éducation, elle permet justement à une société d'évoluer vers quelque chose de positif. Aujourd'hui, on remarque que sur Bruxelles, par exemple, il y a des extrêmes qui prennent place. On annonce que le MR risque de prendre la ministre-présidence à Bruxelles. Les intentions de vote les donnent premier parti à Bruxelles. Comment est-ce que vous comptez faire justement pour trouver des accords avec de tels partis? Parce que le PTB, je pense qu'aujourd'hui, ça devient une évidence. Le PTB annonce à tout le monde, on va faire une coalition avec vous, parce qu'on n'a pas le choix, on doit montrer à tout le monde qu'on prend nos responsabilités. Mais si demain, c'est le MR qui est à la ministre-présidence de Bruxelles, qu'est-ce qu'on fait ? Madame De Smet, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, on s'en est jamais caché non plus. Aller dans un gouvernement avec l'OMR, ça, c'est pas possible. Je dirais, ils ont des programmes, des idées qui sont à 180 degrés de ce que nous, on veut faire pour aider les gens, justement. Donc, ce que nous, on veut, c'est être incontournable le 9 juin, être le plus gros possible pour forcer, j'ai envie de dire, les autres partis de gauche à se tourner vers la gauche et pas regarder à droite. Ça, c'est notre objectif pour le 9 juin. Et votre objectif, il se matérialiserait en termes de sièges à combien de sièges sur Bruxelles ? Le plus possible. Moi, je ne sais pas vous donner un chiffre, j'ai pas de boule de cristal. Parce qu'il y a 89 sièges à Bruxelles, on dit 17 pour les Flamands. Pour pouvoir avoir une majorité, il faudrait qu'il y ait une majorité à 47 sièges. Donc on s'imagine que le PTB récupère les sièges perdus par le PS. On dirait quoi, une quinzaine de sièges pour le PTB ou un peu moins ?
Ou un peu plus, on verra. Donc le dernier sondage, on était à 19%, ça nous fait quand même, je pense, 17 sièges. On verra. Le plus important pour nous, c'est qu'on ait du débat de fond maintenant de qu'est-ce qu'on veut faire pour améliorer le quotidien des Bruxellois et des Bruxelloises. Et on veut l'avoir maintenant avec les partis qu'on veut qui regardent vers la gauche et pas vers la droite, vers le MR. Et on ne veut pas qu'ils soient dans le renoncement déjà aujourd'hui. On doit créer un rapport de force le plus grand possible à gauche le 9 juin pour justement pouvoir appliquer un programme qui n'est pas dans la continuité et certainement pas laisser le MR encore aggraver la situation dans notre région, parce qu'on sait que c'est ça qu'ils vont faire. Ils annoncent déjà des économies, donc ça va être aussi au niveau certainement de l'enseignement, et ça on peut pas laisser faire, parce que la situation sociale à Bruxelles est déjà catastrophique. On a une crise sociale jamais vue à Bruxelles, les inégalités qui n'arrêtent pas d'augmenter. Maintenant, on doit changer de cap par rapport à ça. Et je me souviens avoir lu récemment un chiffre qui m'a surpris, c'est 78 000 enfants belges sautent un repas par jour. On parle d'enseignement, mais est-ce que le PTB a une solution justement pour aider ces enfants qui sautent un repas par jour? Oui, et à Bruxelles, on a un enfant sur 4 qui vit au risque de pauvreté. C'est énorme, hein. Donc c'est un enfant sur 4, c'est gigantesque. Alors qu'on est quand même dans une des régions les plus riches d'Europe, faut pas l'oublier. Donc il y a une redistribution des richesses qui se fait pas du tout. Et donc au niveau de l'enseignement, ça fait longtemps aussi qu'on mène des luttes pour qu'il y ait des repas de qualité gratuits à l'école, que ce soit en maternelle et aussi au début du primaire, et qu'on rende réellement l'enseignement gratuit, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Donc il y a plein de frais, il y a les frais de garderie, il y a les frais du début d'année, et puis il y a les photocopies qui arrivent. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on demande de payer aux parents. C'est très lourd dans les budgets des familles. Donc avec ça, on veut arrêter, et on veut aussi pouvoir fournir par exemple des fournitures scolaires. Il y a moyen d'arranger les choses, hein. Les écoles peuvent acheter en gros, ça coûte moins cher, et puis on pourrait financer ça pour que les familles n'aient pas à supporter. C'est ce qu'on réussit à faire. Par exemple, vos homologues flamands, toutes les deux, par exemple Hans Persons, qui a pu faire ça dans l'enseignement flamand à Bruxelles, où les enfants reçoivent des fournitures scolaires. Et d'ailleurs, je crois que eux aussi luttaient pour justement avoir un montant plafonné des frais scolaires par enfant. Vous, Madame Tahar, que comptez-vous faire justement pour permettre à ces 78 000 enfants de ne pas sauter un repas par jour? Mais nous aussi, nous visons vraiment à terme la gratuité. Entre-temps, il faut soutenir évidemment toutes ces familles qui connaissent une grande précarité, une forme de précarité, et les enfants qui en pâtissent directement. Donc on a déjà activé en fait les aides. On n'a pas attendu vraiment que d'autres nous le disent. Vraiment, on l'a fait. Ça reste évidemment insuffisant. Dans les écoles francophones aussi, pas que dans les écoles néerlandophones. Viser évidemment au moins un repas gratuit dans les écoles publiques, ça c'est vraiment une priorité. On l'a fait dans certaines écoles et il faut vraiment le généraliser. On a par exemple durant cette législature aussi, où les écolos étaient au pouvoir, on a vu qu'on a eu des crises successives, des crises Covid, des crises énergétiques. On a mis en place une série d'aides via notamment les CPS, hein, donc à destination de pas mal de familles. Les enfants ont pu en bénéficier aussi. Il y a eu le tarif social qui a été généralisé, automatisé aussi. Et donc, évidemment, les aides existent, il faut les renforcer. Et on va avoir du pain sur la planche à la prochaine législature. Vraiment, ça va être plus facile pour des partis qui ont un programme similaire de pouvoir s'entendre. Et je le dis encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans le renoncement, puisque nous sommes allés au pouvoir, nous avons mis en place des actions. Elles restent insuffisantes au vu des réalités. Et elles sont vraiment inquiétantes, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de partenaires qui vraiment prennent leurs responsabilités. Et ensemble, oui, ce sera peut-être plus facile avec certains partis qu'avec d'autres. Voilà, je le dis très sincèrement. Mais quand je parlais tout à l'heure de populisme dans les propos parfois, je m'explique parce que je ne veux pas qu'on interprète mes propos. Je crois qu'à un moment donné, il faut juste prendre ses responsabilités. Quand j'entends certains, et c'est peut-être pas le cas de Françoise, me dire que dans certaines communes, on va aller au pouvoir et pas dans d'autres, je prends l'exemple de Molenbeek, de Saint-Gilles ou d'Anderlecht, je me dis qu'à un moment donné, on ne va pas non plus cautionner le shopping, la foire au shopping, dans quelle commune on va rentrer dans des majorités ou pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, si les sondages vous placent quand même en deuxième position ou troisième position, à un moment donné, il faut prendre vos responsabilités, évidemment, avec des partis avec lesquels vous partagez évidemment une série de priorités. Et pour revenir à la précarité tant qui touche les enfants de plusieurs milieux défavorisés, il faut vraiment évidemment prendre ça à bras-le-corps, et les mesures, on les a mis en place. Je ne vais pas vous faire le bilan de toutes les mesures qu'on a prises durant cette législature, mais il faudra les renforcer par tous les moyens. C'est intéressant que vous parliez de mesures qu'il faut renforcer. Vous parliez à l'instant de tarifs sociaux. Il y a énormément de familles dont les deux parents travaillent, malheureusement ne bénéficient pas du tarif social, et pourtant ce sont des familles qui vivent à la limite de la pauvreté, parce que les loyers coûtent
très très cher. On a un appartement 2 chambres à Bruxelles qui coûte 1400 €. On a un père de famille qui va gagner 2200 ou 2400 €. On a une mère de famille qui va travailler à mi-temps, ou peut-être même si elle travaille à temps plein, ça va être hyper compliqué pour eux. Il faut payer la scolarité, il faut payer le sport, etc. Donc c'est très cher. Et on avait reçu un exemple à travers les réseaux sociaux et on nous a demandé de vous poser la question, donc j'ai quand même le faire. On s'est dit qu'avant le Covid, le papier de toilette au Lidl coûtait 3,99 €. Aujourd'hui, il coûte 5,49 €. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour éviter que cette inflation ne se reproduise ? Donc là, on a une proposition très claire, parce que quand on discute avec les gens, une des premières choses qui vient, donc il y a le loyer, ça c'est vrai, c'est extrêmement cher et c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait un encadrement contraignant pour les faire baisser, parce qu'ils ont beaucoup trop augmenté par rapport à l'évolution des salaires. Donc voilà, à un moment donné, c'est mathématique. Le décrochage entre l'évolution des loyers et des salaires, il est comme ça, et donc forcément, les gens ne savent plus payer, c'est évident. Alors par rapport à la deuxième chose qui revient tout le temps aussi dans les discussions qu'on a, c'est le prix des courses. Donc infernal, ça a flambé aussi depuis quelques années. Et donc là, on voudrait mettre par exemple la TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Donc ça veut dire la nourriture, aussi papier toilette, etc. Donc ça s'est fait dans d'autres pays européens. Donc à Chypre et en Espagne, ils l'ont fait. Donc on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas l'appliquer en Belgique. Et ça permettrait déjà de soulager aussi, de faire baisser la facture des courses pour les ménages. Que pensez-vous de cette solution ? Parce que moi, je vous avoue que j'ai du mal à y croire. À l'efficacité d'une solution des produits de première nécessité à 0% de taxes. Nous, on vise surtout les produits et nécessités, mais surtout les produits bio, les produits sains, parce qu'on estime que en fait, ces produits ne doivent pas être réservés à une certaine élite de la société. En fait, c'est surtout les personnes les plus précarisées qui souffrent en fait à la fois du dérèglement climatique, de la malbouffe, etc. Donc, il faut vraiment travailler à l'origine. Donc, moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire comment aussi ? En taxant les gros patrimoines, en taxant le capital et pas le travail. Vous parliez des situations de famille, j'en connais pas mal, parce qu'avant des députés, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'associatif, dans des services sociaux et juridiques. Et j'ai accompagné des familles qui me disaient « Mais moi, je travaille, mais il ne me reste plus rien pour payer mon loyer. » Enfin, ce que vous décriviez maintenant. Et donc, ce qu'on propose, c'est vraiment de rehausser les bas et les moyens salaires, et évidemment aussi les allocations sociales. C'est important parce que les gens doivent pouvoir vivre de manière digne, en fait. Et pour cela, évidemment, il faut faire des économies dans certains domaines, on peut y revenir, mais surtout taxer le capital, parce que la Belgique reste un des pays où la fiscalité est la plus importante. Et donc, plutôt que de taxer le travail, on prend la taxation du capital et surtout des patrimoines à partir de 1 million. Et je crois que là, on a une différence avec le PTB qui, eux, préconisent de taxer le patrimoine, je pense, à partir de 5 millions. C'est ce que votre président disait récemment. Mais je pense que là, autant on est d'accord sur les constats, on est d'accord sur certaines pistes de solutions, mais je pense que sur la taxation du patrimoine, à mon avis... je crois qu'il y a eu un changement de cap de la part du PTB aussi sur la taxation. En fait, non. Donc, on a toujours dit qu'on voulait taxer les 1% les plus riches dans notre pays. Donc, quand on parle du patrimoine, il faut bien comprendre aussi que c'est de l'argent qui est accumulé, pas sur forcément un compte en banque, etc., mais vraiment dans l'immobilier, dans des sociétés où il y a des niches fiscales où on ne paye pas d'impôts, etc. Et donc, c'est vraiment, en ce moment, tout de l'argent qui est caché dans ces endroits-là et qui n'est pas effectivement pas taxé. Et donc, c'est là-bas qu'on va aller récupérer de l'argent parce que, donc, en 2000, il y avait 1 milliardaire en Belgique. Aujourd'hui, on a 41. Donc, on voit qu'il y a tout de l'argent qui a été accumulé chez les plus riches, alors que ce sont les travailleurs qui produisent la richesse dans notre pays. Et donc tout cet argent-là s'est accumulé vers le 1% les plus riches et n'a pas été redistribué au niveau de la société, que ce soit au niveau des salaires, mais aussi au niveau des services publics, etc. Parce que ça, c'est la meilleure assurance des gens qui n'ont pas beaucoup. Et donc, le 1%, ça a toujours été notre cible, j'ai envie de dire. Donc, ça n'a pas changé parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une grosse inflation depuis plusieurs années. Et donc, le million qui correspondait avant l'inflation correspond aux 5 millions aujourd'hui. Mais donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment taxer le patrimoine. Pas forcément les hauts revenus, parce que les hauts revenus, c'est une certaine partie de la richesse. Mais on veut vraiment taxer le patrimoine, ce qui est encore différent. C'est vraiment là que l'argent s'accumule. Et donc, voilà. Donc, on veut taxer le capital, on est d'accord là-dessus, et donc à partir de 5 millions, oui. Mais donc, on n'a pas changé, c'est toujours le 1% des plus riches dans la société. Donc, le PTB, vous en avez des taxes à payer, parce qu'on dit que le PTB est le parti avec le plus grand patrimoine. Je ne sais pas où vous avez été chercher ça. Je pense que c'est encore une fois des fake news qui circulent sur le PTB. Je laisserai les personnes qui nous suivent vérifier les faits. Ça, je peux vous dire, alors c'est des fake news qui circulent. Vous êtes certaine donc de ne pas être le parti avec le plus grand patrimoine ? Certainement pas.
Ok, ça va, super. C'est intéressant, c'est un point de vue qu'on a reçu sur les réseaux sociaux d'un de vos opposants politiques, mais je laisserai répondre. Je me doute bien que c'est un opposant. Intéressant. Madame, tu as voulu répondre à ce que Madame de Smet a dit ou... Non, je disais juste qu'on avait un désaccord là-dessus, j'entends bien l'explication. Je voulais peut-être juste rajouter sur la question des loyers, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire dans mon intervention, et je crois que c'est important, parce qu'on parle beaucoup de crise du logement. Or, c'est surtout une crise du logement abordable. On l'a dit, c'est surtout les prix qui explosent, des prix indécents, des prix qui coûtent trop cher, qui représentent souvent 2/3 parfois du salaire de la personne. Donc évidemment qu'il faut réglementer en fait tout le parc immobilier, enfin le prix des loyers, donc l'encadrement du loyer, il faut arriver à plafonner les loyers, arriver à le faire de manière contraignante avec évidemment un cadre juridique, des balises, parce que le Conseil d'État parfois nous met des limites, mais sur le principe de pouvoir rendre une grille locative contraignante, sur ce principe-là, nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas parvenus durant cette législature avec le PS et les défis de le faire. Donc on a simplement élaboré une grille indicative des loyers qui permet aux propriétaires de pouvoir fixer un prix raisonnable. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas si parallèlement on ne fait pas aussi une réforme fiscale en fait, parce que certains propriétaires de bonne foi souhaitent vraiment diminuer en fait les prix des loyers, mais en fait ils ont aussi des précomptes immobiliers, des revenus cadastraux importants à payer. Donc je pense qu'il faut le faire sur les deux niveaux, et il faut savoir aussi que à Bruxelles on dispose d'énormément de logements en fait. On n'a pas de problème de logements disponibles. Les logements, il y en a beaucoup même, dans le parc immobilier privé surtout. Le problème, c'est l'accès aux logements abordables et de qualité. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui encore à Bruxelles, et je terminerai par cela, il y a même dans les logements sociaux des situations de logement encore insalubres, et ça c'est inacceptable. Et donc il faut à la fois encadrer les loyers, lutter contre les logements vides, créer plus de logements sociaux évidemment, et permettre aussi aux personnes qui veulent acquérir un logement de pouvoir aussi bénéficier d'un prêt voilà, avec un taux de remboursement intéressant pour eux, en tout cas avec... voilà, je crois que c'est plusieurs pistes qu'on souhaite mettre en place. C'est des pistes intéressantes. Maintenant, on laissera pour cette première partie les personnes qui nous ont suivis juger de ce que vous avez dit et nous faire leur retour juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur Face aux citoyens, produit par AV12 Web. Alors, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire, à la fois sur TikTok et Facebook. On a à nos côtés toujours Madame Françoise de Smet pour le PTB et Madame Farida Tahar pour Écolo. Dans la première partie, on a parlé justement de la pénurie professorale à Bruxelles, ainsi que de la problématique du logement et les différentes problématiques liées au pouvoir d'achat. Juste avant de revenir sur le sujet principal qui concerne la plupart des citoyens bruxellois ces dernières semaines, c'est la sécurité. J'aimerais revenir sur cette question du logement et qui est en lien inévitablement avec l'éducation. Un jeune qui étudie dans un logement insalubre ou qui n'a pas de place pour pouvoir étudier souffre. Et un jeune en souffrance aujourd'hui, on découvre depuis le Covid qu'il y a une problématique qui s'appelle la santé mentale. Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Françoise de Smet, avec le PTB pour permettre aux jeunes qui sont en souffrance d'aller mieux ? On a vu effectivement que pendant le Covid, il y a plein de jeunes qui se sont retrouvés en fait du jour au lendemain devant un écran, isolés. Donc il n'y avait plus les copains, il y avait plus de vie sociale, et on a vu tous les problèmes effectivement de santé mentale que ça a engendré. Donc c'était nouveau que toute une jeunesse comme ça avait ces problèmes. Et puis on voit qu'il y a des listes d'attente interminables pour avoir des rendez-vous chez les psychologues. Ça coûte aussi très cher.
d'avoir accès à un psychologue. Et donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plus de psychologues là où se trouvent les jeunes. Donc, ça veut dire au sein des écoles, ça veut dire aussi dans les maisons médicales, dans les quartiers. Donc, déjà, il faudrait plus de maisons médicales pour que les gens aient accès à la première ligne de santé facilement. Mais il faudrait qu'il y ait aussi des psychologues dans ces centres de santé, tout près de la maison. Comme ça, on ne doit pas aussi courir à Haute-Ciplou pour avoir accès à un psychologue. Et puis, on voudrait aussi que les soins de psychologie soient remboursés par la mutuelle. Pour comme ça, on peut donner accès plus facilement à tous ces jeunes, parce que pour les familles, ça coûte effectivement très très cher. Et est-ce que dans l'enseignement, on ne sait pas faire quelque chose avec les PMS justement pour permettre aux familles d'aller mieux ? Si, on pourrait aussi, au sein des PMS, et avoir des psychologues dans les écoles qui peuvent aider justement par rapport à toute la santé mentale des jeunes, pouvoir les écouter, voir quels sont les problèmes exactement, et donner des soins directement au sein des écoles. Ça nous semble quand même plus simple que de devoir laisser ça de nouveau dans les mains des familles qui doivent faire toutes les démarches. Non, qu'on donne accès facilement à un psychologue pour les jeunes. L'un des points que j'ai trouvé intéressant dans les différents programmes politiques que j'ai lus, et dans un parti qui est opposé au vôtre, mesdames, c'est celui des engagés. Chez les engagés, ils ont tout un chapitre sur la santé mentale. Ce que je n'ai pas retrouvé, ou ce que je n'ai pas trouvé bien développé en tout cas chez Écolo. Madame Farida Tahar, quel est le point de vue d'Écolo sur la problématique de la santé mentale et comment est-ce que vous comptez justement la traiter dans les années à venir ? Alors, le thème de la santé mentale, peut-être, ne se retrouve pas dans un chapitre du programme d'Écolo, mais il se retrouve, si vous lisez attentivement le programme santé, comme étant une matière transversale. On en parle. Et plus qu'en parler, en fait, on voudrait aussi prendre en charge de façon gratuite donc, les soins psychologiques pour les moins de 25 ans. C'est important, vous l'avez dit. On a remarqué, d'autant plus durant la crise sanitaire, ça existait déjà, évidemment, les problèmes psychologiques chez les jeunes, mais se sont exacerbés durant les crises successives. Et on a quand même imposé aux jeunes de rester chez eux. Et donc, c'est la moindre des choses de pouvoir aujourd'hui garantir à la fois qu'ils aient une bonne scolarité, qu'ils puissent avoir aussi des bonnes conditions de vie, de pouvoir au moins avancer sur la gratuité des soins psychologiques et évidemment permettre déjà à la base que toute personne ait accès à une médecine en fait généraliste, déjà cela, parce que c'est pas le cas en fait encore aujourd'hui. Un Belge sur 4 porte ses soins de santé, enfin ses soins en raison de problèmes financiers. C'est énorme en fait. Et donc déjà faire en sorte que on n'est plus à choisir entre se nourrir et se soigner. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, c'est de permettre aux familles qui en ont plus besoin d'avoir accès à la médecine générale en développant aussi les maisons médicales. Et sur ce point, on est quand même assez d'accord, je crois, en entendant Françoise. Je ne le découvre pas, puisque je sais que sur ce point-là, on a quand même pas mal de convergences. Mais donc, il faut assurer, ça reste un droit constitutionnel, ça reste un droit fondamental, en fait, l'accès à la santé. Donc, il faut qu'on puisse le garantir dans un pays démocratique. Et ça passe par des remboursements, en tout cas déjà pour les soins psychologiques pour les moins de 25 ans. C'est une mesure concrète, en tout cas. C'est intéressant parce qu'on parle de santé mentale et il y a une problématique, je suppose, à laquelle vous également êtes confrontés, c'est celle du harcèlement. On a remarqué qu'il y a énormément de jeunes qui sont harcelés, que ce soit à l'école, mais il y a une nouvelle forme de harcèlement qui existe aujourd'hui depuis les années 2000, c'est le harcèlement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comptez, Madame Françoise de Smet, mettre des moyens autres que ceux qu'on met dans la scolarité pour pouvoir sanctionner plus sévèrement les harceleurs sur les réseaux sociaux et à l'école ? Oui, ça, il y a matière aussi, évidemment, à mettre plein de mesures en place parce que c'est vraiment terrible, quoi. On voit qu'il y a des jeunes qui sont même poussés au suicide, malheureusement, tellement ils sont harcelés. Mais donc, il y a quand même aussi au sein des écoles des choses à faire. Donc, avoir des endroits où les jeunes qui sont harcelés puissent aller en confiance, se confier, expliquer ce qu'ils subissent, etc. Qu'il y ait des personnes de référence qui soient spécialisées sur la question du harcèlement, qui peuvent voir comment ils peuvent les aider, etc. Mais donc, on doit surtout offrir des endroits où les jeunes se sentent en confiance pour parler. Parce qu'aujourd'hui, ça manque. Donc, il y a parfois, oui, dans les écoles où ils se sentent pas assez écoutés, etc. Et donc, on doit vraiment avoir des espaces d'abord où ils peuvent aller parler. Et puis, oui, sur les réseaux sociaux, c'est clair qu'il y a des choses à mettre en place pour sanctionner. Bon, il y a déjà des lois contre le racisme et contre le sexisme. Ça existe. Donc, on peut déjà utiliser ces lois aussi pour sanctionner les personnes qui font du racisme et du sexisme sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est des choses aussi
qui font partie du harcèlement, malheureusement, de toute notre jeunesse. Mais j'ai remarqué que quand j'échange avec beaucoup de personnes qui ont été harcelées dans leur enfance ou même dans le milieu professionnel, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et à négliger, c'est que ces personnes, en fait, ont tendance à amoindrir la gravité du harceleur. Donc, on dit, oui, mais c'est peut-être quelque chose chez moi qui le pousse à m'harceler. Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens que le PMS? Par exemple, moi j'ai des jeunes qui m'ont raconté avoir parlé avec leur PMS et c'était une catastrophe. Donc ils avaient un psychologue dans l'école, c'était une catastrophe. L'échange n'aboutissait à rien du tout, si ce n'est il faut oser dire non. Quand l'harceleur se moque de toi, tu dois dire non, tu dois arrêter ton harcèlement. Ça marche pas comme ça. Oui, mais donc les mécanismes de harcèlement, comme le sexisme, le racisme, etc., donc il y a des phénomènes aussi de manipulation de la part des auteurs. Et oui, et il faut des personnes spécialisées là-dedans qui peuvent alors donner des réponses adéquates aux jeunes et pas dire effectivement, t'as juste à dire non, ben non, c'est pas si facile. Donc on a plein de témoignages aussi de femmes qui se font harceler sur les réseaux sociaux et des femmes qui normalement dans la vie, voilà, elles travaillent, etc. Donc c'est pas qu'elles sont pas capables de dire non à un moment donné, mais qui se laissent emporter dans une manipulation de la part des auteurs. Et ça, oui, il faut des gens spécialisés là-dedans, qui connaissent bien ces mécanismes et qui savent du coup aider les jeunes à déconstruire ça et pas juste dire, ben voilà, tu as juste à faire ça et ça va s'arranger. Donc on plaide vraiment pour qu'il y ait des personnes spécialisées qui connaissent très bien les mécanismes du harcèlement, qui peuvent aider alors au sein des écoles. Parce qu'effectivement, je pense que pour le moment, ça manque de formation par rapport à ça. Et alors, vous, Madame Farida Tahar, vous avez été à votre tour harcelée par l'extrême droite pendant de nombreux mois, si ce n'est pas pendant des années. On a reçu la coprésidente d'Écolo, Madame Raja Marwan. Suite à notre passage, d'ailleurs, on dénonce formellement et clairement toute atteinte à sa dignité à travers les remarques qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. Donc, on trouve ça complètement déplacé. Quelle a été votre réaction à vous qui avez été ciblée par des propos racistes parfois ? Si vous permettez, avant de parler de moi, j'aimerais bien peut-être répondre quand même à la question, pour moi qui est importante, de l'harcèlement des jeunes. Que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons, ils n'y échappent pas malheureusement. Alors, à l'école, dans la rue, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un fléau auquel il faut vraiment mettre un terme. Alors évidemment, il y a la voie des PMS, il y a les psychologues, il y a la médecine de proximité, mais il y a aussi la sensibilisation. En fait, de pouvoir sensibiliser à ce phénomène de manière très très large au niveau de la société, donc des campagnes de sensibilisation de manière large, dans les écoles aussi, mais aussi outiller les jeunes pour qu'ils connaissent leurs droits. S'ils connaissent leurs droits, ils peuvent mieux se réapproprier en fait leurs droits, parce qu'en fait le racisme c'est un délit, c'est pas une opinion, c'est punissable par la loi. Le sexisme, idem, sauf que il faudrait quand même changer l'article 195 de la Constitution pour l'élargir en fait aussi son champ d'action et faire en sorte que ce soit vraiment reconnu comme un délit en fait aujourd'hui punissable aussi au niveau pénal. Et donc je pense que c'est important d'outiller aussi la jeunesse pour qu'ils connaissent ses droits, pour qu'ils puissent porter plainte, pour qu'ils puissent faire des signalements et ne pas se décourager parce qu'on comprend aussi que ce soit très, très compliqué pour la jeunesse d'aller ou un jeune qui est harcelé d'aller évidemment porter plainte. Alors vis-à-vis de moi, bon voilà, je pense que quand on est une femme politique, un homme politique, peut-être plus une femme encore d'origine étrangère qui porte un foulard, on n'échappe pas aux attaques, et pas seulement d'extrême droite, en fait. Je veux dire, moi, pendant 2 ans, au Parlement bruxellois, des collègues, je rassure, c'est pas Françoise, mais des collègues d'autres partis ne m'ont pas salué du tout. Bon, ça a changé une fois que je suis devenue chef de groupe, mais je vous assure, ils ne me saluaient pas. Et c'était des partis dits démocratiques. La violence vis-à-vis de certaines femmes en politique est très, très... inquiétante. Donc, sur les réseaux sociaux, ce que je fais, c'est que au début, c'est vrai que ça me touchait très fortement. Donc, j'avais tendance parfois soit à répondre, soit à ne pas répondre. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je fais des captures d'écran, je bloque la personne, parce que je n'ai pas de temps à perdre, en fait. Je préfère garder cette énergie dans tous les combats que je porte. Je garde, par contre, des captures d'écran, parce que cela peut me servir, évidemment, en cas de procédure en justice. Et sans être dans une posture victimaire, ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que les gens n'attendent pas de vous attaquer sur les réseaux sociaux. En fait, ils vous bousculent en rue. C'est déjà arrivé. Et il ne faut pas hésiter à porter plainte, en fait. Même si on ne sait pas mettre la main sur l'identité de la personne, voilà, vous portez plainte contre X. C'est important de le faire pour les chiffres, pour objectiver la situation et pour essayer, nous, les politiques, d'arriver à bout de ce fléau qui vraiment gangrène notre société, malheureusement. La raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que j'exerce un métier où je suis confronté constamment à différents types de délits, de criminalité, etc. Et je remarque qu'effectivement, quand une femme est harcelée, parce que c'est l'une des problématiques dont je voulais également parler avec vous, c'est qu'elle hésite très souvent à déposer plainte.
Parce que la plupart du temps, quand il faut aller déposer plainte, on se retrouve au commissariat de police. C'est dans une toute petite pièce. Il y a une vitre sans teint sur notre droite ou notre gauche, très souvent. Et on est en face d'un policier. Et c'est très compliqué pour pouvoir leur expliquer ce qu'on vit. Alors certains sont réceptifs à ce qu'on dit, mais comment est-ce que vous, en tant que femme, ressentez justement le dépôt de plainte? C'est pour ça que je vous posais la question. Moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est mon statut de députée, c'est dommage si c'est le cas. Ça s'est très bien passé. Alors, j'ai déposé plainte au commissariat de la ville de Bruxelles, à 2 pas du Parlement. Est-ce que c'est lié? C'est vrai que j'ai bien été reçue. L'agent de police a été très attentif à ma plainte. Il a vraiment pris. C'est pas le cas des témoignages qui me reviennent. Parfois, certaines femmes rebroussent chemin parce qu'on leur dit, non, on va pas prendre votre plainte. Vous n'avez pas l'identité de l'auteur. Moi, je conseille vraiment à toute personne, et aux femmes en particulier, parce qu'elles sont plus nombreuses, de porter plainte malgré tout. Et je crois qu'il y a tout un travail aussi de sensibilisation et de formation à faire avec les agents de police, parce que je pense qu'il faut aussi les mettre à jour, il faut aussi les former, les sensibiliser. Et nous, en tout cas, on plaide pour augmenter les moyens de la police et de la justice aussi, notamment dans le cadre de la sensibilisation à l'harcèlement sur les réseaux sociaux. On a développé durant cette législature aussi les centres de prévention et de violences sexuelles, qu'elles aient lieu dans la rue, dans les familles, etc. Et on les a vraiment développés tant en région bruxelloise qu'en Wallonie. Donc il faut poursuivre sur le renforcement de ces centres de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, Madame Françoise de Smet, on dit très souvent du PTB que c'est un parti communiste, qu'il est opposé aux forces de l'ordre, à l'État, etc., que c'est un parti d'opposition. Comment est-ce que vous comptez faire, justement, pour permettre à ces femmes qui sont victimes de harcèlement, ou les victimes de harcèlement tout simplement, de déposer plainte quand on sait qu'à Bruxelles, il y a une pénurie de policiers? Il manque 842 policiers à Bruxelles. La police fédérale est en faillite. Comment est-ce qu'on fait justement quand on connaît la position du PTB sur la police? On n'est pas du tout anti-police. Ce qu'on dénonce seulement, c'est quand il y a des phénomènes qui ne vont pas au niveau de comment la police traite parfois les jeunes dans nos quartiers. Et aussi, effectivement, quand on est reçu dans les commissariats. Donc il y a des commissariats où ça va, mais il y a des commissariats où ça ne va pas. Où donc les femmes ne sont pas reçues comme il faut en tant que victimes de violences. Et donc par rapport à ça, oui, il y a d'abord la question d'avoir des personnes formées, comme je le disais tout à l'heure, qui connaissent bien les mécanismes de violence, parce que c'est des mécanismes particuliers, donc tout le monde ne sait pas forcément comment ça se passe. Mais donc ça permettra un meilleur accueil au niveau des commissariats. Et puis il faut surtout que les plaintes suivent. Parce que la première raison pour laquelle les femmes hésitent à aller déposer plainte, c'est qu'elles se disent ça sert à rien. Donc il y a que 11% en fait des femmes qui vont déposer plainte, par exemple quand elles sont victimes de viol, parce que les plaintes ne suivent pas. Et donc au niveau de la justice aussi, il y a des choses qui doivent changer. Donc il y a des moyens qui manquent au niveau de la justice pour que les plaintes suivent et qu'il y ait vraiment des sanctions qui soient mises sur les auteurs. Et il y a aussi toutes des formations qui doivent être faites auprès des juges. Donc on voit qu'en Espagne, par exemple, ils ont mis ça en place. Ils ont des tribunaux spécifiques pour les violences faites aux femmes, et on voit que ça fonctionne bien. Et donc les auteurs sont convoqués beaucoup plus vite, parce que maintenant aussi ça traîne. On a les victimes, par exemple, qui croisent les auteurs de violences dans la rue, qui se sentent pas du tout en sécurité. Et donc là aussi, il y a des moyens qui doivent être mis en place. Mais donc, que ce soit au niveau de la police ou de la justice, il y a des moyens qui doivent être donnés, effectivement, au niveau de l'accueil, au niveau de la formation et au niveau des plaintes qui doivent être effectivement suivies, parce que ça permettra du coup à plus de femmes d'oser déposer plainte, parce qu'il faut qu'il y ait à un moment donné des sanctions qui aboutissent aussi, parce que sinon on reste dans un phénomène d'impunité, évidemment. Oui. On parle de justice et de police défaillante. En ce moment à Bruxelles, le climat devient inquiétant. On a des morts quasi toutes les semaines. Il y a 2 semaines, c'est le dernier mort qu'on comptabilise malheureusement, il y a un jeune qui a été tué et on dit que c'est une dommage collatéral suite à une dispute dans un café. Il est décédé. Madame Faridatar, vous qui êtes de gauche, quelle est l'approche que vous souhaitez adopter pour lutter contre ces fusillades et contre la mafia qui gangrène Bruxelles? D'abord, moi j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont, comme vous le dites, je n'aime pas parler de victimes collatérales. En fait, une victime, ça reste une victime, en fait. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, dans la rue, vous attrapez une balle perdue, en fait. Vous êtes sur une terrasse, vous n'avez rien fait. Et donc, évidemment, c'est inquiétant. Et ce sentiment d'insécurité, il faut y mettre fin. Et donc, comment on y met fin? Évidemment qu'il faut renforcer, je l'avais dit, les moyens de la police et de la justice. Le précédent gouvernement MRNVA a vraiment sous-financer malheureusement tout ce secteur de la police, de la justice, il faut continuer à le financer. On l'a fait durant cette législature, c'est pas suffisant, encore une fois, il faudra poursuivre les efforts.
Ça, c'est une piste, donc renforcer davantage les moyens de la police et de la justice pour accélérer aussi, en fait, les procédures sont trop longues aujourd'hui, mais ce qui se passe dans nos rues, je crois que dépasse, c'est un phénomène multifactoriel, c'est-à-dire qu'à la fois, il implique la difficulté aujourd'hui de tout le réseau des narcotrafiquants qui nous dépasse, qui dépasse la Belgique, et on se pose la question de comment certains ont pu avoir accès à des marchandises, à des armes. Et donc, il y a toute une réflexion systémique à avoir aussi pour mieux contrôler aussi les ports qui, à un moment donné, se voient peut-être aussi, dans leur entrée, se voient livrer certaines en douce, hein, évidemment, des marchandises, que ce soit de la drogue ou des armes. Donc ça, il faut aussi tout un travail pour mettre plus de moyens à nos frontières et au niveau du port d'Anvers, par exemple. Mais il faut aussi... nous, on a une approche chez Écolo, une approche... Évidemment qu'il y a une dimension répressive, mais aussi préventive. Il vaut mieux prévenir que guérir, et donc mettre les moyens, comme je disais, de la justice et de la police. Pour le phénomène de la drogue, il faut absolument travailler en amont avec les personnes qui sont embrigadées parce qu'elles estiment que gagner aujourd'hui de l'argent facilement en vendant leur drogue douce, le hashish, ça rapporte mieux que peut-être que d'aller trouver un boulot. Je ne caricature pas, mais je pense que c'est une situation de se dire mais pourquoi est-ce que certains de nos jeunes sont attirés en fait par ces trafiquants qui les endoctrinent et qui les engagent aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on peut mettre en place et donc et trouver vraiment à la source de ce problème en fait les vrais trafiquants et ceux-là évidemment les punir sévèrement. Mais on n'y arrivera pas à bout simplement avec une politique répressive. Je pense qu'il faut aussi, je suis pas certaine aussi que nos prisons qui sont déjà pleines réussissent en fait la mission de la réinsertion des détenus qui s'y trouvent et qui sont parfois liés à des phénomènes de trafic, que ce soit la drogue, que ce soit la vente d'armes. Mais donc il faut vraiment une politique globale. Nous, on n'est pas, contrairement à des partis de droite, focus sur le répressif. Il faut vraiment de la prévention et de la répression. C'est intéressant que vous parliez de répression. Il y a un conflit international qui aujourd'hui mobilise l'ensemble des étudiants à travers le monde. On a les étudiants américains à Columbia, à l'université Columbia, qui s'étaient mobilisés les premiers. Et ensuite, on a pour le pays voisin, la France, on a les étudiants de la Sorbonne qui s'étaient mobilisés également. Et on a également des étudiants qui se sont rassemblés il y a quelques jours et qui sont rendus devant l'ambassade israélienne. Et donc, il y a un usage disproportionné, dit-on, de la force qui a été utilisée par la police. Madame Françoise De Smet, quel est votre avis d'abord sur la mobilisation étudiante en faveur du conflit israélo-palestinien ? On est face à un génocide qui est en train d'être fait à Gaza et donc et on voit tout le deux poids deux mesures qu'il y a au niveau des pays occidentaux où il n'y a jamais aucune sanction qui est mise sur l'État d'Israël et il n'y a pas d'appel à cesser le feu, il n'y a pas de prise de position ferme. On va faire un cessez-le-feu maintenant avec tous ces enfants, toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont en train de mourir tous les jours. Et donc oui, évidemment, il y a plein de gens qui essayent de se mobiliser partout dans le monde pour qu'on arrive à ce cessez-le-feu et qu'on arrive à faire aussi mettre en place des sanctions contre Israël pour qu'ils arrêtent ce génocide maintenant à Gaza. Et donc oui, ces étudiants à travers le monde, ils ont raison de se mobiliser. Et voilà, c'est parti des États-Unis. Et effectivement, les universités en Belgique ont pris le pas aussi avec des étudiants, toute une jeunesse qui se mobilise pour la cause palestinienne. Oui, c'est intéressant. J'ai quand même envie de vous entendre sur l'actualité internationale. C'est-à-dire qu'on a remarqué que le PTB a toujours été du côté des peuples opprimés. Oui. Donc on connaît l'avis du PTB, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien. On connaît l'avis du PTB, par exemple, sur les Ouïghours. On connaît l'avis du PTB sur le Sahara marocain. On connaît également l'avis du PTB sur l'Ukraine. Et on a remarqué que le PTB soutenait l'OMPI, qui est l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, qui est un parti opposé au régime dictatorial iranien. Et on a vu tout simplement, tout récemment, le guide, l'autorité la plus haute iranienne soutenir les différentes mobilisations étudiantes. Est-ce qu'on peut dire que le PTB est proche aujourd'hui du régime théocratique et dictatorial iranien ? Non, moi je ne sais pas où vous avez vu ça. Non, c'est une question que je pose, c'est parce que vous soutenez le peuple iranien. L'OMPI est une organisation connue comme étant une organisation terroriste. Moi, je ne sais pas où vous avez vu ça. C'est très clair. Il suffit de voir les prises de position du PTB sur votre site. C'est très clair. Moi, j'ai pas vu ça, mais voilà. D'accord. J'invite toutes les personnes à regarder le site du PTB pour les prises de position sur les Moudjahidines du peuple iranien. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que
on remarque dans le conflit international qui oppose justement l'Ukraine à la Palestine, l'Ukraine à la Russie, le PTB... N'allez pas trop vite, hein, monsieur. Voilà. Ah, mais on n'est pas très loin, parce que l'Ukraine soutient quand même l'État d'Israël. Ben, donc, au niveau international, pour clarifier les positions du PTB, parce que vous dites on connaît, mais je pense non. Donc, il y a aussi des fake news qui circulent par rapport à des positions qu'on nous mettrait sur le dos qu'on ne prend pas. On a reçu M. Nabil Boukili et M. Souleymane El Mokadem qui ont pu s'exprimer ici sur ces conflits-là. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'on connaît, les personnes qui nous suivent chaque semaine connaissent les prises de position. Mais donc, pour rappeler, donc on a d'une part, donc je le disais, c'est pour ça qu'on parle toujours de 2 poids 2 mesures. On a un conflit. Un génocide en cours à Gaza, avec aucune sanction qui est mise sur l'État d'Israël, alors que c'est très clair, hein, je veux dire, il y a des cours internationales qui ont dit il y a génocide. C'est prouvé par... il y a des prises de position au niveau international qui le disent, et là on voit qu'il n'y a pas de sanctions sur l'État d'Israël. On dit clairement qu'il y a génocide ou qu'il y a un risque réel génocidaire. Je pense qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui ne va pas dire qu'il n'y a pas génocide aujourd'hui à Gaza. C'est l'interprétation qu'on fait. Je veux dire, quand on voit les images des enfants et des femmes qui meurent tous les jours, je veux dire, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. On n'a jamais vu ça en Palestine jusqu'à maintenant, hein. Donc, je veux dire, il y a des déplacements de plusieurs millions de populations et on voit très clairement. Je veux dire, dernièrement, il y a encore, j'ai oublié le nom de cette dame qui a écrit sur un obus israélien, achevez-les. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte de où on en est ? Et là, il n'y a pas de sanctions. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, et on a condamné ça fermement, là, il y a eu des sanctions du jour au lendemain. Sur la question des Ouïghours, il y a des sanctions sur la Chine. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanctions sur l'État d'Israël ? C'est ça qu'on dénonce, c'est cette hypocrisie et ce 2 poids 2 mesures qui ne va pas. C'est ça qu'on dénonce. D'accord, et quand on regarde les pays qui soutiennent directement la Palestine, c'est pour ça que je vous parlais de l'Iran. L'Iran est un pays qui, dès le début, a exprimé clairement sa prise de position en faveur de la Palestine. Quand on voit les pays arabes, qui sont les pays voisins à la Palestine, eux ne prennent quasi pas de position claire. Que pensez-vous là-dessus, justement ? On a reçu David Lester ici qui disait qu'il fallait que les pays voisins à la Palestine se mobilisent. Disons, demain, le PTB fait partie de la majorité. Moi, j'aimerais bien d'abord que M. Lester se mobilise, hein, parce que l'EMR n'est pas en train de prendre position pour un cessez-le-feu à Gaza, ni pour des sanctions sur Israël. Ça, c'est le premier point que j'aimerais bien dire. Madame Adjal Habib, si elle prend une position, elle la prend au nom de l'État belge. Je pense qu'il est assez clair. Je pense qu'il est assez clair qu'un parti comme l'EMR n'est pas du tout en train de prendre position pour un cessez-le-feu à Gaza, que du contraire, n'est pas en train de prendre position pour des sanctions sur l'État d'Israël. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Au contraire, ils sont en train de laisser faire. Et ça ne va pas. Donc alors c'est bien gentil après de venir faire des leçons de morale, mais qui commencent par balayer devant leur porte, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est intéressant comme point de vue. Et je sais que là, Madame Farida Tahar, je vais vous avoir d'accord également sur ce sujet-là. Ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, qu'est-ce que c'est selon vous ? D'abord, si vous me permettez, je veux qu'on cesse de parler de conflit israélo-palestinien. Je sais qu'on ne le fait pas toujours volontairement, mais c'est pas un conflit en fait. C'est une occupation qui dure, une colonisation qui dure depuis 75 ans en fait. Le constat, on le connaît, il est pas seulement dramatique, il est indescriptible, il est inacceptable. C'est plus de 40 000 morts, c'est des personnes déplacées, c'est des camps aujourd'hui de réfugiés qui sont bombardés. Donc, nous en fait, on rappelle, c'est plus qu'un cessez-le-feu maintenant qu'on exige en fait. C'est un cessez-le-feu, oui, mais c'est surtout, en fait, des condamnations fermes avec des sanctions. Parce que ça ne marchera pas sinon. Et les sanctions, c'est des boycotts à la fois académiques, économiques, culturels. Parce qu'on se rappelle de l'apartheid en Afrique du Sud, et c'est le boycott qui avait permis de mettre fin à ce régime d'apartheid. Il faut faire pareil au niveau de l'État d'Israël, qui est un État colonial, un État sioniste, qui viole constamment le droit international. Et nous avons demandé au gouvernement belge, parce que c'est une matière fédérale, d'appliquer des sanctions très très fermes. Et c'est vrai que nous avons été bloqués par le MR, vraiment. Le seul parti du gouvernement qui ne veut pas appliquer des sanctions contre l'État d'Israël, c'est le MR. Maintenant, c'est vrai que quand j'entends ma collègue, et je suis d'accord avec l'indignation, je la partage, c'est inadmissible. Les étudiants qui manifestent devant à la fois l'ambassade, ou les étudiants, ou les personnes qui ont manifesté devant l'ambassade d'Israël et qui se sont vus, pour certains d'entre eux, malmenés par la police. Moi, je condamne complètement l'usage disproportionné de la violence. Ok, la manifestation n'était pas autorisée, mais ça ne justifie pas. Et donc, moi, je condamne complètement, évidemment, cette agression vis-à-vis des manifestants.
Maintenant, c'est vrai, si je permets juste de terminer, parce que je ne t'ai pas coupé, François, s'il te plaît, je t'ai écouté très attentivement. Autant je partage ton indignation vis-à-vis de ce qui se passe, et c'est vrai que c'est un génocide, on parle de risque des génocides, mais quand on voit les images et la situation, on verra bien ce que l'enquête internationale, et j'espère indépendante, livrera comme constat et comme situation. Mais cette indignation, moi, je suis désolée, je trouve qu'elle est sélective, parce que je suis aussi sénatrice, et au Sénat, nous avons voté des résolutions concernant les massacres des Ouïghours, et le PTB s'est tout le temps abstenu. J'ai le sentiment que quand il s'agit de la Chine, de la Russie, votre indignation, elle est sélective. Et je suis désolée, mais moi, je ne fais pas de différence entre les peuples qui sont opprimés dans le monde, quels qu'ils soient, en fait. Donc, je suis désolée. Autant sur la Palestine, on est sur la même longueur d'onde, et vous nous trouvez à vos côtés. Autant sur votre frilosité par rapport à certains massacres dans le monde, mais je suis désolée, je peux vous renvoyer aux résolutions. Je vais expliquer après. Je peux vous les renvoyer. Vous vous êtes abstenus à chaque fois. Donc des sanctions, moi là où je vous rejoins quand vous dites, et c'est vrai, je dénonce cette hypocrisie, que par rapport à l'Ukraine, on a bien fait d'intervenir pour les aider, mais on n'a pas eu ce même élan vis-à-vis de la Palestine ou d'autres pays. Donc moi je condamne cette hypocrisie, ce deux poids et deux mesures. Mais de nouveau, je renvoie la balle au PTB, expliquez-nous pourquoi vous avez toujours cette réticence par rapport à la minorité musulmane des Ouïghours. Il n'y a pas de réticence, madame. Mais pourquoi vous ne soutenez pas ? Que ce soit l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, on a condamné dès le départ. Ça fait 20 ans qu'on critique Poutine. Vous pouvez aller voir tout ce qu'on a écrit sur cette question. Donc Poutine, c'est le représentant des oligarques, donc les ultra-riches aussi en Russie. Ça fait 20 ans qu'on le critique. On a dénoncé depuis le premier jour le fait que la Russie envahit l'Ukraine. On a dénoncé aussi le fait qu'il y a des violations des droits de l'homme sur les Ouïghours. On l'a fait, Madame Tahar. Vous pouvez les vérifier aussi sur notre site internet. C'est très clair. Pourquoi vous êtes abstenue ? Maintenant, question des textes qui ont été au Parlement, ils font référence à des décisions qui ont été prises par le Congrès américain. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire des grandes leçons non plus. Tout le monde sait très bien que les États-Unis ne sont absolument pas les plus grands protecteurs des musulmans dans le monde. Je rappelle quand même qu'ils ont été bombardés l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, que ces pays maintenant sont ravagés, qu'il y a eu des morts à cause d'eux. Et alors, subitement, les États-Unis deviendraient les grands protecteurs des musulmans ouïghours. Allez, il faut arrêter. Non, je pense qu'on va pas dépasser le problème. Cette hypocrisie. C'est pas les États-Unis qui nous apportent. Ça a été fait dans un cadre de guerre froide, effectivement, entre les États-Unis et la Chine. Et c'est la raison pour laquelle on s'est abstenu. Mais on a toujours dénoncé les violations des droits de l'homme qui ont été faites aux Ouïghours. Et je répète qu'aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont appliquées sur la Chine. Quel message vous envoyez à cette minorité ? Enfin, nous, on n'est pas dicté par les États-Unis. Moi, je suis encore en capacité de pouvoir faire ma propre analyse. Je suis très critique par rapport. Dans les textes, il y avait référence à des décisions du Congrès aux États-Unis, puisqu'en plus, ils soutiennent aussi certains pays, notamment aussi Israël. Donc, c'est très clair. J'ai senti cette frilosité, et pas uniquement sur la minorité. Il n'y a aucune frilosité, je répète. On a été très clair de condamner donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les violations des droits de l'homme au niveau des Ouïghours. Moi, je ne veux pas insulter l'intelligence de nos personnes, les personnes qui éventuellement nous écoutent. Je crois en leur intelligence collective, et je pense que tout se vérifie aujourd'hui. Vous êtes aussi dans un gouvernement au niveau fédéral, avec et il n'y a aucune sanction. Avec le MR, et vous savez très bien. Et donc vous renoncez à chaque fois que le MR pas. C'est vous qui renoncez pour ne pas aller au pouvoir. C'est vous qui êtes au gouvernement et vous tournez chaque fois votre tête vers le MR. Les gens sont plus dupes maintenant. C'est ça que vous êtes en train de faire. Les gens ne sont vous renoncez et vous pliez. Les gens sont pliés devant le MR à chaque fois. Pas du tout, au contraire. On a avancé dans pas mal de sanctions. On ne pourra pas vous mettre d'accord sur la question des Ouïghours. Trop facile, quoi. Par contre, on sait que vous êtes d'accord sur la question palestinienne, pour ne pas dire le conflit israélo-palestinien, pour reprendre Madame Farida Tahar. Mesdames, je vous remercie pour ce débat qui a été très animé, qui était très enrichissant. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'ici pour ce Face aux citoyens, pour ce dernier débat et ce dernier face-à-face entre le PTB et Écolo. On vous laissera juger de la qualité du débat et qui l'aura emporté selon vous. On vous donne rendez-vous très prochainement à nos côtés. Madame Françoise Desmet pour le PTB, un très grand merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, et peut-être au plaisir de vous revoir après les élections. Madame Farida Tahar, vous de même, un très grand merci d'être venue, et au plaisir de vous recevoir après les élections. Merci pour votre invitation. Super. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Salam alaikum.